Le dernier 1er juillet a donné des sueurs froides à plusieurs d'entre nous. Avec des taux d'inoccupation qui frôlaient déjà à l'automne 2018 le 1 à Gatineau, Montréal et dans de nombreuses autres villes au Québec, on a de quoi s'inquiéter. Un taux d'inoccupation, ça signifie la proportion de logements locatifs qui sont vacants. En principe, un taux normal ne devrait pas descendre en bas de 3 On parle donc, si ce n'est pas d'une crise, d'une rareté importante du logement au Québec en ce moment qui serait là pour rester. Et la rareté, ça fait pression sur les prix des immeubles et sur les loyers. Seulement sur l'île de Montréal, les derniers rôles d'évaluation foncière montrent une hausse de 13,7 de la valeur moyenne des propriétés. Est-ce devenu trop cher de se loger en ville? À Montréal, comme à Québec, il faudra un salaire de 14 de l'heure pour pouvoir se loger dans un appartement d'une chambre sans dépenser plus de 30 de son revenu. Ou bien travailler 47 heures par semaine au salaire minimum. On est loin encore des autres métropoles canadiennes comme Vancouver ou Toronto, mais la rareté des logements a déjà des impacts qui sont bien sentir ici. Qu'est-ce que ça fait une pénurie de logements? En fait, quand on a un taux d'inoccupation en bas de 3 ça signifie qu'il y a moins de fluidité dans le marché du logement locatif, donc beaucoup plus de difficultés à trouver un logement qui nous convient, que ce soit au niveau du coût, que ce soit au niveau de la taille, que ce soit au niveau des caractéristiques du logement. Pourtant, on construit des condos à la pelletée. Mais il faut croire que ça ne répond pas tout à fait à la demande pour des logements de plusieurs chambres pour les familles et des logements abordables. Bien, les populations les plus touchées par une situation comme on voit aujourd'hui où les taux d'inoccupation sont très faibles, les loyers augmentent, c'est évidemment sans surprise beaucoup les populations les plus vulnérables. Ça inclut les familles qui font face depuis beaucoup d'années à un taux d'inoccupation pour les grands logements qui est très faible. On en a peu parlé, mais ça a toujours été problématique là, depuis 2005 pour les 3 chambres et plus. Mais aussi tous les ménages qui ont déjà de la misère à se loger. Donc, tous les gens qui arrivent sur le marché locatif, immigrants, étudiants, sont particulièrement vulnérables et se retrouvent à juste pouvoir louer ce qui est disponible maintenant, c'est-à-dire pas grand-chose et cher. Je pense que si on se retrouve dans une presque crise du logement en ce moment à Montréal, c'est dû à des phénomènes des graines qui ont été plantées dans les dernières années puis qui émergent. Montréal a été de plus en plus exposé à des phénomènes de marché puis est comparé à des métropoles comme Toronto et Vancouver pour, par exemple, des investisseurs internationaux. Récemment, Toronto et Vancouver ont adopté des taxes sur les achats étrangers qu'on n'a pas ici. Donc, on s'inquiète que des investisseurs vont tout à coup arriver et encourager une vague de spéculation à Montréal. Puis ça, bien, c'est sûr que c'est les locataires, la population d'ici, même les acheteurs d'ici qui vont en faire les frais. Les raisons de la crise du logement sont multiples. Évidemment, la première, je pense, c'est qu'on n'a pas tiré les leçons de la crise du début des années 2000. Au début des années 2000, on est tombé en crise du logement essentiellement parce qu'on a abandonné la mise en chantier de la construction de logements sociaux. Le logement locatif était anémique. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ce temps-là? Essentiellement, on a laissé notre politique d'habitation entre les mains des entrepreneurs, des promoteurs. Qu'est-ce que les promoteurs font depuis 15 ans maintenant? Ils construisent des condos. C'est à peu près la grande majorité, disons, des unités d'habitation qui sont mises en chantier, qui sont construites. Et ça répond à un besoin spécifique d'habitation. Ça ne répond pas à l'entièreté des besoins d'habitation. On n'a pas mis en place. En fait, on n'a pas de politique d'habitation au Québec depuis 1984. Pour favoriser l'accès au logement, plusieurs proposent d'instaurer un registre des baux qui permet d'informer les locataires des augmentations de loyer, mais aussi d'augmenter l'aide financière pour le logement social, c'est-à-dire pour le logement à but non lucratif. Ça concerne les HLM, mais aussi les coopératives d'habitation et les OBNL. Pensons à l'inclusion obligatoire dans chaque nouveau projet d'une diversité d'offres de logements. Le classique, c'est dans les fameuses tours à condos, qui est minimalement un certain pourcentage de logement social, de logement locatif, pour offrir une diversité de logements, pour répondre à la diversité des besoins. Regardez, présentement, je pense, là, on est rendu à 13 000, 13 000 unités de logement social qui ont été annoncées par le gouvernement québécois, mais qui ne sont toujours pas construits. Donc, il faut les mettre en chantier. Pendant ce temps, plus de 8 500 logements, seulement à Montréal, sont offerts plus de 90 jours par année sur la plateforme Airbnb. On cite souvent Airbnb comme un modèle d'économie du partage ou bien comme un précurseur dans l'évolution du marché de l'hébergement touristique. Mais qu'en est-il vraiment? Même si cette plateforme-là affiche une économie dite de partage parce que ça permet à des ménages de louer leur résidence principale pour boucler leur fin de mois, etc., il en demeure pas moins que la plupart des locations sur Airbnb sont faites de façon professionnelle, c'est-à-dire que c'est des propriétaires qui achètent des logements à des fins de location à court terme. Donc, ça retire les unités de logement du marché locatif privé. Donc, ça contribue à une crise du logement. Et lorsque ces logements locatifs à court terme deviennent assez nombreux dans les quartiers des villes,
mais ça change la dynamique aussi. Donc, on se retrouve davantage avec des gens qui sont là de passage. Ça peut avoir un impact aussi sur l'offre de services qui va davantage s'orienter vers une clientèle touristique que envers des résidents qui sont là à temps plein. C'est pas l'économie du partage, c'est pas une coopérative ou c'est pas des citoyens qui se mettent ensemble et qui partagent un peu des habitations. Ça serait peut-être intéressant. Dans le genre de plateforme comme Airbnb, c'est quand même pratique d'être une entreprise hôtelière. C'est ce que c'est Airbnb. Ils ne dépensent pas un sou en entretien de bâtisse. De leur point de vue, c'est assez ingénieux. Au moins, avec la modification annoncée de la loi sur les établissements d'hébergement touristique et sur son règlement, pour mieux définir ce qu'est l'hébergement touristique, on peut espérer que plusieurs logements retournent sur le marché de la location à long terme. Plusieurs se questionnent quand même si ce sera suffisant. Il devrait être absolument interdit de louer en permanence une unité de logement locatif sur Airbnb. Il va y avoir des enquêteurs dont le travail devrait à temps plein repérer ces gens-là et leur donner des amendes très salées. On devrait interdire leur activité, à part si ils font la démonstration qu'ils vont se conformer à des codes de pratique qui répondent aux besoins de la population québécoise, non pas à leurs besoins corporatifs.